Okay. Bonjour, it's Glenn McKnight. I'm the Information Officer with VSIG, and I have the honor to have Betty Fusta as my guest speaker today. This session will be in French, so this is the only English you're here. So over to you, Betty. Bonjour à tous. Merci Glenn pour cette opportunité qui est donnée. Donc, je vais faire l'intervention en français, même si par ailleurs, je pouvais le faire en anglais. C'est important d'avoir du contenu en français pour tous les acteurs qui œuvrent au niveau de l'Internet parce que nous aussi, nous avons des problématiques qui sont liées à nos sociétés et donc c'est important de produire ça. Donc, un remerciement à l'équipe du Virtual School of Internet Governance et notamment, je pense à Alfredo Calderon qui n'est pas là, mais qui fait partie du binôme assez proche de Glenn McKnight pour qu'on fasse en sorte de, au niveau mondial, propager le maximum de contenu disponible pour changer la donne de l'Internet du futur, et notamment pour que les utilisateurs finaux aient une meilleure connaissance de pas mal d'enjeux autour de la cybersécurité, autour de l'infrastructure, de l'histoire de l'Internet. Et puis nous allons parler plus précisément cette fois-ci de l'économie, donc la partie économie de l'Internet. Alors, il y a plusieurs façons d'approcher ce sujet-là. Je vais très concrètement parler des questions de la data, puisque la data ou les data, ça fait partie des enjeux. On parle d'or, de pétrole, du millénaire. Et donc, qui dit question de la data soulève d'autres problématiques liées pour certains territoires à des questions de souveraineté. Et pour beaucoup d'acteurs à travers le monde, il y a la question aussi de l'économie numérique qui se développe autour de cette data. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, je dirige l'entreprise IPEOS qui est dans le secteur informatique. Je suis par ailleurs enseignante à l'université sur les questions de l'Internet et des projets d'infrastructure au niveau du business et du e-commerce. Et puis, j'ai eu la chance d'être un boursier, un fellow de ICANN, où j'ai, à partir de là, rencontré ce monde merveilleux de la gouvernance d'Internet. J'ai pu intégrer le groupe de travail IPDP-ART, donc du GNSO, de ICANN, et faire en sorte, en tant que contributeur Internet, d'apporter des contributions ou des plus-values le plus possible sur différents territoires. J'apprécie notamment d'intervenir sur Haïti, où j'ai eu plusieurs fois à intervenir avec des universités. Alors, avant de commencer, on va évoquer deux citations. La première citation, c'est celui de Eric Schmidt, qui est l'un des dirigeants donc, de Google en 2015. Il a indiqué, entre guillemets dans le futur, l'Internet sera amené à disparaître. Vous ne le verrez même pas, vous ne le sentirez même pas sa présence, mais il sera présent en même temps partout. Donc, il évoque une question d'Internet omniscient. Donc, c'est incroyable, comme quoi vous avez des personnes qui ne sont jamais allées sur Internet, qui parfois n'ont pas ouvert de compte LinkedIn ou qui n'ont pas ouvert de compte Facebook, qui peuvent à tout moment se retrouver sur l'Internet ou les plateformes de l'Internet et donc voir leurs données ou des parties de leurs données publiées sans forcément leur accord. Donc, gardez en tête cet élément où l'Internet, comme nous le connaissons à travers des logiciels ou des plateformes, est en train de disparaître. Parce que c'est important à voir pour mesurer les différents enjeux qui sont à venir. D'autre part, j'ai voulu partager avec vous la phrase de Charles Muritu, le chef de Telco en charge des partenariats stratégiques en Afrique. Ils sont notamment partenaires de Google, donc c'est un très gros opérateur télécom. Il indique que tous les business sont des business qui sont numériques ou potentiellement digitales. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un petit vendeur
de coco qui est dans un quartier qui potentiellement peut développer une stratégie digitale pour gagner de l'argent avec son business. Donc, gardez ces deux éléments à l'esprit. L'Internet tel que nous connaissons est en train de changer et tous les business sont potentiellement des business Internet. Et on va voir pourquoi. Il s'avère en fait que depuis les années 90, il y a eu une forte mutation. Alors, on va regarder ensemble les 4 grosses périodes. On ne va pas parler de la naissance d'Internet, je pense que vous avez déjà vu tout ce qui concerne la naissance d'Internet, mais il faut voir qu'au début d'Internet, dans les années 90, vous aviez beaucoup de passionnés de liberté, des créations de communautés, des créations de groupes d'utilisateurs d'ordinateurs, ceux qui n'avaient pas trop de réseau et qui mettaient à disposition un coin de réseau pour les étudiants. La logique de frontière aussi était un peu émaillée. Vous avez sur certains projets logiciels des personnes qui étaient à tous les bouts du monde. Et je vais prendre l'exemple de Debian, par exemple, qui est un OS libre. Vous aviez des contributeurs qui, à chaque fois, étaient marqués sur un pays du monde. Et à un moment donné, l'un des 3 premiers contributeurs mondiaux de Debian, c'était un Martiniquais. Il publiait tellement, il donnait tellement de son temps ce logiciel depuis la Martinique que son ranking, son niveau, sa position était très élevé au niveau mondial, alors que la Martinique, c'est un petit territoire avec à peine 300 000 habitants et il publiait beaucoup plus que le Japon ou que l'Europe ou que les États-Unis ou que le Canada. Donc, c'est pour vous dire que durant cette période-là, c'était une phase de liberté où on se disait que tout était possible. On pouvait être un petit acteur et paraître aussi bien puissant qu'un très grand acteur parce qu'on savait faire un portail ou un site qui avait de la gueule, qui pouvait sortir du lot, etc. Donc, c'est un point important. Autre élément, c'est qu'on sortait un petit peu en termes de logique des années 80 et début 90 à la période qu'on dit Minitel. Le Minitel, pour beaucoup, c'est, entre guillemets, c'était la période avant l'Internet où on encastrait l'interconnexion Internet. Ça a précédé un peu l'Internet, c'était plutôt français ou lié à la logique francophone, où on vous encastrait des informations et dans un Internet fermé, il fallait payer, notamment payer pour déposer une offre d'emploi, payer pour rencontrer son amoureux. Et ce qui faisait vraiment le succès du Minitel à l'époque, c'est le Minitel Rose. Alors, c'était aussi la période d'une forte liberté parce que les geeks, les hackers, les bidouilleurs pouvaient refaire le monde, refaire les logiciels, inspecter, etc. Bon, on va dire que après 90, début 2000, il y a eu un changement de paradigme avec l'arrivée de certains acteurs, notamment l'acteur Microsoft, ne pas le nommer, avec ses rangées d'avocats qui est derrière. On disait, bon, vous pouvez avoir un écran ou un ordinateur, vous ne touchez pas sur tout ce qui est dedans parce que c'est à nous, c'est notre propriété. Que ça marche ou pas, qu'on ne vous trompe ou pas, vous ne touchez pas au code source qui est à l'intérieur. Et donc, on est revenu à une autre période où, entre guillemets, on avait une autre façon d'accéder à certaines données. Alors, il s'avère quand même que ça n'a pas empêché l'Internet de croître au niveau des universités, au niveau des entreprises, parce que les entreprises me disaient, adieu le fax, adieu les courriers, adieu l'attente et les rendez-vous. Génial, on pouvait, grâce à des messageries instantanées, accéder à énormément de ressources, à énormément de partage et beaucoup de liens entre les entreprises. Donc, ça a permis à beaucoup d'entreprises de développer des business fabuleux. Un exemple simple, c'est vous avez des organismes de crédit. Auparavant, ils avaient des tas de formulaires papier pour pouvoir donner du crédit et des vérifications qui pouvaient prendre peut-être 15 jours, 3 semaines. Et donc, dans la compétition des organismes de crédit, mais ceux qui ont beaucoup innové, vous avez des banques comme BNP Paribas qui ont développé en fait la logique de validation, de prévalidation en fonction de certains critères. Au lieu de donner, par exemple, des réponses pour 1 semaine, 15 jours, il donne des réponses la veille, c'est-à-dire le jour même,
Et donc, ça a permis de conquérir de nouveaux clients et de développer ce qu'on appelle le crédit dans les supermarchés ou au niveau de certains acteurs de distribution, comme les ventes de meubles, les ventes de voitures, etc. Alors, par contre, ce qu'il y a le plus fort dans ces années 2000, c'est la logique des réseaux sociaux. Parce que ça, on ne s'est pas contenté de transformer l'activité au sein des entreprises, mais on a aussi développé une stratégie forte. Nos vies privées, ce qu'on fait dans sa vie, ce qu'on mange, sa relation amoureuse, mais devenaient des informations importantes. Savoir à quelle catégorie sociale que j'appartiens, connaître mes hobbies. Jamais on n'avait mis autant d'informations privées au sein de plateformes qui étaient publiques, que tout le monde pouvait voir, que ce soit des personnes que j'avais rajoutées en amis, c'est-à-dire que j'avais rajouté dans mon réseau, que ce soit des personnes qui n'avaient rien à voir, qui étaient avec qui on pouvait partager mes informations sur leur page ou sur leur réseau. Donc, on a cette grosse période d'âge d'or d'une monétisation des réseaux sociaux qui ont permis, en fait, de développer, grâce à une forme de données, on avait l'impression d'avoir une manne de données personnelles gratuites, et donc, ça a développé, en fait, des choses intéressantes comme des jeux personnalisés, comme des plateformes de plus en plus personnelles, la relation intergénérationnelle via ces outils, mais ça a au contraire développé des formes un petit peu compliquées de schizophrénie par rapport à l'ego, des gens qui se montrent et qui parfois peuvent avoir des problèmes de dépression. Mais ce qui est le plus dur, c'est cette monétisation où on ne redonne pas à l'utilisateur une partie de l'argent et où ça peut provoquer des scandales. Notamment, on a eu le cas du scandale Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ça a été un marqueur énorme parce que non seulement on prend des années et des années de données d'utilisateurs, mais en plus de ça, on fait en sorte de créer des faux comptes, de publier des informations, d'orienter, de soudoyer la démocratie et de gérer les votes. Donc là, c'était un pas qui a été énorme. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a eu des mouvements, bien sûr, pour arrêter ce type de business de la data qui, non seulement n'avait jamais été validé, déclaré comme légal, mais en plus de ça, créait vraiment des nouveaux vides juridiques qu'il fallait combler, ce que la plupart des justices au niveau des pays ont fait. Troisième grande ère, ben, on y est, hein, c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est la période entre guillemets, d'intelligence artificielle, donc où on a vu en fait avec beaucoup de facilité des personnes qui ont basculé vers des outils d'IA pour, par exemple, préparer et présélectionner les CV. On va utiliser l'IA pour automatiquement, on récupère, on scannerise des factures et donc automatiquement les informations sont renseignées dans le logiciel de l'entreprise. Pour la recherche médicale, trouver le cancer, faire des comparaisons de diagnostics, pour l'éducation en ligne, pour le télétravail, faciliter la collaboration de haut niveau. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle a été énorme. Et il faut se dire quelque chose d'important, c'est que réellement, pour beaucoup d'acteurs du numérique, ils ont profité de l'impact de la pandémie COVID-19 parce que les entreprises ou les administrations qui étaient un peu réticentes, ben, tout le monde y est passé parce que non seulement on n'a pas donné beaucoup de choix, mais en plus de ça, ça répondait à une exigence, c'est-à-dire que vu que je ne peux pas me déplacer, je suis obligé de rester chez moi et je dois quand même pouvoir avoir une rémunération ou avoir une vie plus ou moins sociale ou au moins continuer à m'éduquer, ben, ces solutions sont là. Donc, très clairement, il fallait développer une approche beaucoup plus agile pour le business. La quatrième grosse période qui est là, mais qui, à mon avis, va se développer encore plus parce qu'on n'a pas encore trouvé, entre guillemets, les plateformes majeures, c'est-à-dire que qui va dominer le marché du métaverse. Donc, alors, la définition de métaverse, il y en a plusieurs. Ça, pour certaines personnes, c'est des plateformes de gaming, pour d'autres, c'est des plateformes
où on va avoir une vie augmentée, c'est-à-dire que c'est mon moi, mais avec mon envie d'être autre chose. C'est-à-dire que peut-être que je suis une femme dans la vie réelle, mais peut-être que dans ma vie en métaverse, je serai un homme avec, je ne sais pas moi, des cheveux orange ou autre chose. Là aussi, on est entre des utilisateurs qui sont vrais, faux, des utilisateurs qui fantasmés, des utilisateurs qui peuvent être aussi euh, clonés par rapport à des besoins d'être présents dans plusieurs endroits. On nous dit que dans le métaverse, ben, à la fois je suis chez moi pour pouvoir gérer des relations, mais je peux en même temps être dans une école, je peux être dans mon bureau, je peux être avec mes amis dans un club en train de danser. Donc, c'est multivie qui nous dit que dans le métaverse, on ne pourra pas les vivre simultanément et donc avoir des résultats et des flux un peu différents selon le degré d'investissement, selon à la caste dans laquelle on va appartenir. Une question qui est vraie, c'est que beaucoup d'argent sont versés sur le métaverse pour se dire, bon, mais quelle sera la bonne plateforme? On commence déjà, un peu comme dans la promotion immobilière, on récupère quelques mètres carrés de terrain, on commence à construire, on commence à vendre des produits, on commence à vouloir gérer cette notion de validité, de certification donc, du métaverse avec les logiques de NFT. Oui, c'est clair que les bases sont là, mais il faut se dire que la modélisation en termes de business model du metaverse n'est pas encore très claire, mais c'était comme l'Internet. Hein. N'oublions pas que Bill Gates, quand il y a quelques années, on lui avait parlé de l'Internet, il n'était pas sûr que ça allait marcher. Pour lui, c'était avant tout un grand univers lié au jeu. Donc, très concrètement, le métaverse, c'est à nous, à vous, de construire et dire ce que c'est. Mais toujours en pensant quand même que, quel que soit ce qu'on construit pour l'avenir, ne pas oublier les utilisateurs humains qui sont derrière avec les contraintes liées aux problèmes logistiques, aux problèmes territoriaux, aux problèmes, pourquoi pas, liés à des régulations pays. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans la logique du futur. Alors, tout ça nous amène à poser une question. Ben, quels que soient les systèmes qu'on a vus au niveau de l'Internet ou du métaverse, ben, on pose une question, ben, est-ce que ce monde Internet ou Internet augmenté est neutre ou nous permet d'avoir une forme équitable pour y accéder? En 2003, vous avez Tim Wu, donc, qui a développé une notion qui s'appelle la neutralité d'Internet. Tim Wu est professeur de droit à l'Université Columbia à New York. Pour lui, il y a une phrase qui est importante. Le principe de l'Internet ouvert, neutre, est de garantir l'égalité de traitement et d'acheminer donc, tous les flux d'informations sur Internet, quel que soit leur émetteur ou les destinataires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri des données, il n'y a pas une notion de premium où ben, telle catégorie d'utilisateurs ou d'émetteurs serait plus légitime à contribuer ou à diffuser des flux au niveau d'Internet. Pour bien comprendre cette notion donc, de neutralité, qui est le pilier d'Internet, il y a 5 points à connaître. D'abord, la notion d'utilisateur, user. Il faut savoir que l'utilisateur a des droits d'accès, de diffusion, d'utilisation à ces données ou les données partagées de manière légale avec lui. L'autre point important, c'est que cet utilisateur peut être confronté à plusieurs types d'acteurs qui distribuent des possibilités d'accéder à Internet, comme des possibilités d'accéder à des ressources fournies par Internet. Et donc, vous avez à côté de ces utilisateurs des fournisseurs d'accès à Internet. Alors, on les connaît, hein, très souvent ce sont des opérateurs télécoms, mais en fouillant un peu plus, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'acteurs qui arrivent savoir, ben, par exemple, les noms de domaine, qu'est-ce qu'ils les gèrent, la question de la sécurité, les réseaux, les sous-réseaux, les distributions, par exemple, de téléphonie mobile. Par exemple, vous pouvez avoir des acteurs qui sont responsables uniquement de la couche Internet, mais pas de la couche JSM ou les deux combinés. Donc, c'est un petit peu, ça dépend un peu des territoires. Toujours est-il que ces fournisseurs d'accès
ont des devoirs en tant que fournisseurs de ne pas discriminer les utilisateurs et de créer un environnement de traitement équitable et qui soit reconnu par tous. Troisième élément concernant la neutralité d'Internet, c'est la question des infrastructures. Les infrastructures, c'est la mise en place de protocoles et des architectures qui permettent de gérer cette neutralité. Et donc, par rapport à cela, on doit tout faire pour qu'il y ait cet environnement qui traite avec rigueur, neutralité, donc les différents acteurs, mais pourquoi pas développer aussi l'expertise auprès de la société civile en appuyant des associations, en appuyant et en mettant en place direct des politiques publiques pour le cercle économique, social et politique des pays. Quatrième élément, c'est la notion de fake news. Alors, les fake news, c'est un peu comme la chenille. Imaginez-vous que vous avez un très beau jardin. Donc, le beau jardin, à l'anglais, c'est la neutralité, tout est parfait, bien tendu, etc. Mais il s'avère que vous avez une forme de chenille qui apparaît. Ce sont les fake news. Des fois, ça peut venir de certains pays, ça peut venir de certains groupes d'opinion, ça peut venir de certains acteurs économiques, peu importe. Mais faire en sorte que les acteurs, différents acteurs, puissent découvrir, remettre en question ces fake news afin de garantir des points importants comme la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation, donc de toutes sortes, de trolls, de lobbies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais fake news. Pas parce que le gouvernement présente une fake news que ce n'est pas une fake news. De quelque bord que ce soit, une fake news, une fausse information reste une fausse information. Donc, nous devons tous être vigilants et faire en sorte de remonter dans différentes plateformes associatives ou par des associations de journalistes qui ont mis en place les plateformes, les problèmes liés aux fake news. Cinquième pilier, c'est la pluralité. Donc, pour la survie de l'Internet qui soit fort, qui soit robuste, créatif, on doit veiller le plus possible à une pluralité. Alors, vous imaginez à l'heure où, très souvent, lorsqu'on se lève le matin, on a plutôt tendance, une fois sur deux, allez, on va être gentil, une fois sur trois, à utiliser un outil des GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ils sont les 5 gros acteurs, les Big Five, donc les 5 grands en français, qui pèsent sur l'économie mondiale de l'Internet. Inutile de vous dire que ces acteurs-là, ils ont des armées d'avocats, ils ont des armées de personnes, de structures payées ou soutenues, hein, donc, pour pouvoir orienter leurs décisions. Alors, il faut savoir qu'à côté de ça, vous avez d'autres, des petits acteurs associatifs qui comptent sur le soutien de tout un chacun pour avoir des alternatives, une vision autre de ce qu'est l'Internet. Donc, d'une façon ou d'une autre, si vous pouvez soutenir des fondations, un peu comme Mozilla, qui met des outils comme Firefox, ça c'est bien. Mais après, vous avez d'autres structures comme ISOC pour Internet Society et énormément de structures. Donc, renseignez-vous autour de vous pour toujours trouver et épauler les initiatives, de la plus petite qui est localisée jusqu'à la plus grande qui est à l'international et qui très souvent ne demande pas de l'argent, mais demande la contribution et l'engagement de volontaires. Je pense que ça vaut le coup d'y penser. Alors, un point important, nous avons évoqué donc, le poids de certaines mastodontes, donc les mastodontes qui utilisent des éléments donc, de gratuité. Et pour certains acteurs, il y a eu des abus, notamment parce qu'on se disait, mais je vous mets en place des ressources, donc c'est open bar, utilisez des ressources. Par contre, tout ce que vous faites, je dois enregistrer et j'ai le droit de faire ce que je veux de vous. Un exemple simple, il y a eu un moment sur LinkedIn, il y avait eu un changement dans les conditions générales d'utilisation et même sur Facebook, plusieurs associations d'utilisateurs sont montées au créneau pour indiquer non, 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 c'est quelles que soient les données qu'on publie sur votre plateforme, vous ne pouvez pas dire qu'on laisse à vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement nos droits à votre bon vouloir.
il faut changer un petit peu la donne. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits là-dessus et qui continuent à être pensés et repensés. Toujours est-il que l'une des histoires les plus rocambolesques, ça a été un Autrichien qui se retrouvait en cherchant sur Google, ben, il retrouvait des données qui étaient trop anciennes et qui donnaient une mauvaise description de ce qu'il était maintenant. Et donc, il a lancé une procédure pour indiquer que j'ai le droit à l'oubli, j'ai le droit à demander des comptes et à ce qu'on enlève des informations sur moi. Et donc, par rapport à ça, tout le travail qu'il a fait au niveau judiciaire a amené à un moment donné à la mise en place de textes au niveau européen qui s'appelle le RGPD, Règlement général de protection des données personnelles. Le RGPD donc, a permis en Europe, mais par écho à d'autres pays comme le Japon, l'Inde et le Brésil, de redonner du pouvoir aux citoyens, de redonner des droits. Et donc, vous avez vu fleurir à travers plein de modifications structurelles, des plateformes, des applications mobiles, les outils qu'on pouvait utiliser, du logiciel personnel. Vous avez vu fleurir des demandes de consentement. Vous demandez vos droits, est-ce que vous voulez en fait utiliser tel cookie, donc le droit de mettre des petits outils sur votre ordinateur et de récupérer des données. Voilà, est-ce que vous donnez ces droits-là? Est-ce que vous donnez les droits par exemple, de diffuser vos informations à des partenaires tiers? Parce que vous avez un acteur, par exemple, qui peut-être son métier premier, c'est la boulangerie, mais il fait en sorte de sous-traiter toute la partie référencement, toute la partie gestion de son image et de la partie marketing à divers sous-traitants. Et donc, ces demandes-là sont faites ainsi. Donc, le premier gros travail, donc, ça a été ça, le travail sur les données personnelles, pour dire on récupère nos droits en tant qu'utilisateur. Très récemment, vous avez eu, ben, pas plus tard, la semaine, il y a quelques jours, en fait, au niveau donc, de l'Europe, le DMA, donc Digital Market Act, un acte pour lutter contre les positions dominantes des GAFAM, comme je vous disais, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Disant que, ben oui, on ne peut pas se permettre sur certains marchés d'avoir un seul acteur parce que ça étouffe toute concurrence possible, voire toute création d'activité. On a besoin d'assurer un minimum de concurrence. Donc, en attendant qu'il n'y ait pas de concurrence, mais on prend des mesures. Deuxième acte qui est très lié à la DMA, c'est la DSA, Digital Service Act, qui prévoit de lutter contre les contenus et produits illégaux en ligne pour protéger les utilisateurs, donc les influenceurs qui vendent des fausses informations, des acteurs qui font en sorte de mettre en place des produits d'appel et après vous vendent des formes d'abonnement qui sont loin de vos activités ou de vos aspirations. Donc là aussi, ces deux textes-là, DMA et DSA, ont été en réponse à cette notion d'intrusion et permettent en fait de repenser ce phénomène de gratuité et de remettre au centre du jeu les droits des utilisateurs. Autre point, c'est qu'on est de plus en plus dans une ère où notre première approche pour consommer l'Internet, c'est le téléphone mobile. Donc, on a une logique qu'on appelle mobile first. Donc, par rapport à ça, ben, il y a eu plusieurs enseignements, plusieurs éléments qui ont été mis en place par des pays. Au niveau européen, par exemple, ils se sont dit, mais vu qu'on utilise tous des mobiles, ben, on veut que les câbles d'alimentation soient à telle norme USB-C et pas tel équipementier va mettre cette norme-là, tel équipementier une autre, etc. Donc, ça augmente la cherté de la vie et ça permet de créer, entre guillemets, des logiques de niche. Donc, on veut standardiser ces câbles d'alimentation. À côté de ça, donc c'est l'accès à certains stores, c'est-à-dire l'endroit où on stocke et on gère les applications mobiles. Là aussi, il y a eu des luttes, notamment la gestion de Spotify sur les plateformes comme Apple. Vous avez eu la question aussi, en fait, de certains logiciels de jeux, hein, Fortnite ou autres, ben, parce qu'ils gagnaient trop d'argent. Au bout d'un moment, vous avez des géants qui se sont dit, mais oh, c'est incroyable, nous aussi, on veut gagner de l'argent
sur cette manne qui arrive et du jour au lendemain changer les règles du jeu et donc voulait taxer ces acteurs. Donc là aussi, vous voyez qu'on peut être un très grand acteur au niveau économique mondial dans le gaming, par exemple, mais avoir affaire à une plus grosse mastodonte qui fait partie des GAFAM et qui peuvent changer un peu la donne. Autre élément, et c'est un cas qui est très intéressant, en Inde, en 2019, ils ont mis en place une loi sur la publicité, notamment sa publicité sur le e-commerce, pour protéger les consommateurs qui étaient victimes de beaucoup d'abus, de publicité mensongère, etc. Donc là aussi, à travers l'Internet, c'est des abus qui déshabillaient et qui réduisaient en fait les droits des différents consommateurs. Donc, il y a eu un changement assez manifeste là-dessus. Alors, dernier point concernant la question de la gratuité, c'est la question de l'identité. Vous avez en fait des pays de plus en plus croissants, notamment en Inde, au niveau américain, au niveau chinois, des pays qui développent la stratégie de l'identité digitale. Alors, il est évident que ce n'est pas de la même façon les pays qui centralisent leur identité comme l'Europe, la Chine, ils n'ont pas la même approche que les pays comme l'Estonie, où la gestion de l'identité est décentralisée avec la blockchain. Par contre, ça pose des questions sur les superpuissances, notamment les États-Unis et la Chine, sur le contrôle d'identité. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage, vous avez des tas de données sur vous qui sont stockées et on peut se demander que toutes ces données qui sont déposées sur la police aux frontières, est-ce que ça ne peut pas être derrière un business qui peut contrevenir à votre vie ou à votre avenir ou même à votre business, hein, donc quelque part contrer un petit peu votre volonté de vous développer sur certains marchés. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi toutes les technologies liées à l'identité qui doivent être validées par les deux grosses puissances mondiales, qui sont les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire qu'en dehors de ces deux pays-là, quelle que soit la solution que vous allez créer ou inventer, si vous n'avez pas l'assentiment de ces deux pays qui gèrent tout ce qui concerne les logiques de e-identité, ben, quelque part, vous êtes un petit peu dans une espèce de boîte enfermée et vous ne pouvez pas sortir de votre cage. Donc, les problèmes ne sont pas encore énormes dans l'interaction entre pays, mais pour certaines personnes, certains territoires, on a vu un petit peu en Chine ce qui se passe, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en accord avec ce que fait le gouvernement chinois, vous pouvez être banni, vous pouvez perdre tous les crédits qui vous permettraient de prendre le transport public, d'aller à l'école, de faire une demande de crédit. Donc, les impacts sont absolument énorme sur la vie que l'on a sur tous les jours. Enfin, quoi qu'il en soit, ça nous fait poser des questions sur d'autres points sur la neutralité de l'Internet, et notamment, je vais vous évoquer la question du network slicing. Qu'est-ce que c'est? Ben, il se trouve qu'avec les technologies 5G, vous avez en fait la possibilité de créer des sous-réseaux virtuels, et donc à chaque sous-réseau virtuel, pourquoi pas de créer peut-être un sous-réseau pour les pauvres avec beaucoup de publicité, parce qu'on sait que dans la consommation courante, les pauvres ont tendance à consommer énormément et à consommer au-delà de leur capacité financière. Donc là aussi, il y a à craindre cette histoire de network slicing qui peut créer ce qu'on appelle des discriminations au niveau de l'accès à Internet ou de l'accès aux ressources Internet. Donc, là aussi, c'est des questions au niveau des problématiques que l'on a sur la gouvernance Internet à poser aux différents acteurs, fournisseurs d'accès, investisseurs et même aux acteurs de la diplomatie Internet, puisque là aussi, il y a des nouveaux métiers qui arrivent pour mieux réguler l'Internet. Alors, il est quand même un milieu où certains acteurs, certains usagers ont du pouvoir. C'est le e-citoyen, le citoyen qui va sur Internet, qui va consommer sur Internet. Ben, il a plus ou moins un pouvoir pour pouvoir accéder ou faire entendre sa voix. Vous avez des pays qui développent des logiques pour pouvoir interagir avec la population. Dans ce cas-là, ces pays-là vont mettre
des projets, on va dire, d'État plateforme. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ces pays-là, ils doivent penser à mettre des ressources pour gérer la façon dont les citoyens vont se connecter, dont ils vont pouvoir participer à la vie démocratique, donner leur avis sur le budget, donner leur avis, par exemple, sur les investissements, sur la création des nouveaux projets. Donc là, c'est encouragé par pas mal de pays. Alors, inutile de dire que les pays nordiques, Suède, Danemark, Norvège font partie des pays qui sont très avant-gardistes là-dessus, mais certains pays comme le Honduras proposent aussi des modèles notamment liés à l'éducation et à l'agriculture. Donc, il n'y a pas de logique nord-sud, il y a plutôt une logique d'avoir certains leaders qui sont favorables à cet État plateforme. Alors, quand on est État plateforme, ça ne veut pas dire qu'on est forcément un acteur qui favorise une construction, une co-construction, mais on est un acteur qui propose en fait des services pour la population. Vous avez des services qui peuvent être co-designés, c'est-à-dire co-construits avec la population. Donc, vous avez des territoires, des pays qui mettent en place des labs citoyens. Ils développent, par exemple, des logiques d'ambassadeurs de territoire numérique pour accompagner, pour permettre à des personnes de se connecter, pour permettre à la population d'émettre des avis au plus proche du territoire. Et pourquoi pas pour l'élaboration des politiques publiques au plus près du citoyen. Voilà, le champion en toute catégorie, c'est la Suisse. Vous me direz, avec le principe de rotation, c'était un petit peu couru d'avance. Mais il y a d'autres pays qui s'en sortent, comme la Belgique, et on espère qu'il y aura de plus en plus de territoires à travers le monde qui développent ça. Ça, c'est au niveau donc, du secteur du service public. Mais il faut se dire qu'au niveau des entreprises, de plus en plus, vous allez voir, on demande votre avis, l'avis du consommateur, peut-être pour construire un packaging, on peut vous demander via les réseaux votre avis, on met en place des QR codes où votre avis est sollicité, etc. Donc, quelque part, à chaque fois que vous êtes sollicité, le fait de répondre, ça augmente le pouvoir que vous pouvez avoir en tant que citoyen. Pareil, hein, pour les droits d'Internet, si on vous demande votre avis, vous recevez un grand mail bien long, très souvent sur l'engagement au niveau de la gouvernance Internet. N'hésitez pas à les regarder et dire, ben, je prends ma part aussi à ce niveau-là. Troisième point sur lequel vous, en tant que citoyen, vous pouvez avoir une importance, c'est sur l'inclusion numérique. C'est la lutte contre le fait de ne pas savoir bien utiliser l'informatique, l'Internet, de ne pas comprendre comment déjà gérer les démarches en ligne, comment pouvoir faire face à tout ça. Et donc, très souvent, certains acteurs ne savent pas, mais s'ils ont un problème avec un site ou un partenaire, vers quel acteur de médiation se tourner, comment gérer les litiges. Donc, certains pays ont pris ce problème à bras le corps et ont développé une vraie politique publique autour de l'inclusion numérique, mais inutile de vous dire que pour l'instant, c'est un problème de riches. Donc, beaucoup de pays pauvres, la première question, c'est l'accès à l'Internet, qui est fondamental. Donc, ça, c'est un point important. L'autre point qui se développe avec la participation citoyenne, c'est la sobriété numérique. On est sur des problèmes de guerre, des problèmes de manque de pétrole, des problèmes d'électricité, des problèmes de raréfaction de certains minerais rares. Donc, cette énergie se raréfie. Donc, par rapport à ça, les data centers, les outils, on fait en sorte de développer la sobriété numérique, c'est-à-dire on essaie de développer une énergie la moins polluante que possible, qui développe le moins d'interaction avec la production du numérique. Donc, on dit la meilleure énergie qu'on ne gaspille pas, c'est celle qui n'est pas produite. Donc, réellement, c'est vraiment la sobriété by design. C'est la façon de concevoir l'énergie autrement. Ça veut dire que lorsque vous créez une application ou un site Internet ou un portail, réfléchissez bien à la question de est-ce que cet outil-là est optimisé pour utiliser moins de ressources, etc. Donc, c'est des problématiques qui ont du sens.
Autre élément, en lien avec tout ça, on va aller un peu plus en approfondi avec le cas de l'Estonie et celui de la blockchain. On parlait donc de logique de e-citoyen investi. Vous avez en Estonie une démarche depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur le e-Estonie. Donc, avoir une version électronique du pays qui permet d'être un e-citoyen, qui permet de y gérer énormément de problématiques de la vie courante. Pour quelles raisons? L'Estonie, petit pays qui sort en fait du joug entre guillemets, d'une forme de suprématie de pays importants comme la Russie, qui a envie d'être moderne, de développer des nouveaux marchés. C'est un pays qui a très peu de ressources propres, mais par contre, qui a développé l'intelligence de ses citoyens et de sa diaspora. Et là, ils se sont dit, on n'a peut-être pas de pétrole à proposer, mais via la notion de data et une meilleure gestion de la citoyenneté, on veut faire baisser la bureaucratie et donner le maximum d'outils à nos citoyens qui sont en Estonie. Mais les entreprises qui ont envie d'investir en Estonie, ce qui va faire que nous aurons des devises et de la richesse créée dans le pays, mais aussi des citoyens qui ne vivent pas forcément en Estonie, mais qui vont avoir une e-appartenance, donc une appartenance électronique à notre communauté internationale et donc quelque part pouvoir accéder à certaines ressources en ligne. Alors, un exemple simple, c'est des services autour de la création d'entreprises. Ils ont développé des projets, des services autour de la licence, autour de l'achat de voitures, du permis de construire, de conduire, autour de l'école, la recherche d'emploi, le mariage, le divorce, les questions du handicap, les questions du service militaire, les questions de changement de résidence, les questions de retraite, les problèmes liés au décès, la succession, les questions liées aux accidents, la vie courante et des infractions. Donc, ce sont les services qui sont en général le plus utilisés pour les démarches en ligne. Mais ces services-là font partie des têtes de gondole pour l'Estonie, qui se veut le pays avec le moins de bureaucratie physique, avec le plus de solutions dématérialisées de services en ligne qui changent leur façon de procéder. Donc, là aussi, il faut se poser la question, ce cas de l'Estonie, ce développement de l'Estonie, est-ce que c'est possible dans tous les pays? Ça, c'est des questions à vous poser selon le pays dans lequel vous êtes. Alors, il ne faut pas oublier quand même des questions essentielles. Lorsqu'on parle de modélisation de business model de l'Internet, un point important qui reste, c'est l'accès à Internet, à savoir que vous pouvez accéder à Internet via des opérateurs qui font que du mobile ou des opérateurs qui font tout, mobile, télévision, etc., etc. Peu importe les services qui peuvent être ajoutés, mais l'accès à Internet, depuis plusieurs années, depuis plusieurs plaidoiries auprès d'organisations comme l'ONU, c'est un accès vital. Parce que sans Internet, c'est des formalités, c'est des possibilités qui ne sont pas possibles. C'est aussi une vie sociale, c'est une vie professionnelle, c'est une vie amicale qui disparaissent sans Internet. Mais, donc, un travail est fait et continue à être fait sur l'accès à Internet comme le droit à l'eau, l'éducation et l'électricité, qui sont des droits de base, donc reconnus par les objectifs du millénaire de l'ONU. Donc, c'est un droit fondamental. Et par rapport à ça, vous avez des acteurs qui ont développé des alternatives. Vous avez par exemple le Wi-Fi communautaire, en Allemagne le Frankfurt, en France, vous avez Wireless France, vous avez aux États-Unis un acteur qui a voulu développer une approche pour les territoires qui ne sont pas liés à Internet, 6 Other Billion, donc c'est une offre satellitaire, et l'autre offre, c'est Starlink avec donc une stratégie satellitaire également pour offrir de l'Internet. Ça n'empêche qu'à côté de ça, vous avez plein de petites initiatives d'associations ou d'acteurs qui vont sur le territoire, dans la cambrousse africaine, pour développer le Wi-Fi léché ou plein de solutions, du moment qu'on a l'Internet.
même avec un vélo et en pédale, on a un peu d'Internet. Voilà, ça c'est, les alternatives existent et très souvent, c'est pas la problématique technique ou architecturale qui résiste. Ça peut être des problèmes liés à des choix de pays, à des problèmes de corruption ou à des décisions de village. Donc, là encore, c'est vous, en tant que citoyen, à vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre territoire. Un Internet, quel qu'il soit, un prix abordable ou un Internet conventionnel avec des gros opérateurs, donc qui auront des logiques liées aux gros opérateurs. J'ai envie de dire, il n'y a pas de solution très bonne ou très mauvaise. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux avoir accès à Internet que ne pas avoir accès à Internet, puisque c'est se couper à énormément de possibilités. Quoi qu'il soit, on va évoquer en fait 4 problématiques, 4 cas qui n'ont pas beaucoup de choses à voir ou qui ont peut-être des choses en commun sur l'accès à Internet et qu'est-ce que ça pose au quotidien. Vous avez le cas d'Haïti, vous avez l'instabilité du réseau. C'est-à-dire que vous avez à tout moment de la journée des personnes qui passent un coup de fil, allô, mais le réseau, ben, ça coupe. Vous pouvez avoir des décrochages au niveau de la voix. On a l'impression que c'est pire que ben, qu'appeler par Skype ou autre. Bah, c'est ça. Pour quelle raison? Ben, parce que vous avez des problèmes d'accès à certaines routes. Vous avez des opérateurs, des FAI, qui, pour pouvoir alimenter des bornes Internet, ben, sont obligés de prendre la petite camionnette et d'aller dans les territoires ruraux pour pour mettre en fait du pétrole. Et le pétrole, ben, quand vous avez le pétrole qui est gagé, qui est bloqué par des gangs, comme c'est le cas en Haïti, ben, des territoires entiers n'ont pas accès à Internet. Et qui dit n'ont pas accès à Internet, mais toutes les formalités, tous les services bancaires, ils sont coupés de tout cela. Et donc, quelquefois, quand certains acteurs ont accès à Internet, ben, ils profitent pour faire énormément de choses, appeler leurs proches, gérer des prestations de services. Donc, ça génère énormément de coupures d'opportunités dans le futur. À savoir qu'un un Internet non stable, ça veut dire que vous ne pouvez pas développer des applications mobiles pour le pays, parce que qui va pouvoir l'acheter? Qui va pouvoir l'utiliser en continu? La stabilité est nécessaire pour pouvoir développer le business. Vous avez le cas de l'Ukraine, hein, l'impact de la guerre avec des réseaux qui ont été coupés. Hein. Vous avez la Russie qui cible tout ce qui est point de télécommunication et point électrique. Bon, j'ai fait une année à l'armée et ça fait partie des stratégies qu'on vous apprend. Si vous voulez gagner une guerre, coupez tous les moyens de télécommunication. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Ils ont connu quand même quelques moments favorables avec le soutien de Elon Musk et de Starlink, mais ça n'a pas trop résisté parce que derrière ça, au bout d'un moment, la guerre dure et vous avez donc Elon Musk qui demande qui paie la facture. Donc ça, c'est des questions légitimes également. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de l'Ukraine, vous avez des petits opérateurs qui développent en fait des réseaux de résistance parce qu'il y a des gens formés qui connaissent bien l'Internet et qui peuvent créer des petits réseaux méchés pour au moins pouvoir fonctionner sur le territoire. Donc ça, c'est un cas qu'on ne souhaite pas beaucoup de pays et territoires et qui est connu malheureusement de certains pays comme le Soudan ou le Congo de l'Est. Vous avez le cas de la Guadeloupe, donc c'est là où je vis, hein, c'est un territoire français de la Caraïbe, mais vous avez des problèmes d'instabilité d'accès à Internet. Vous pouvez passer d'une commune à une autre, ben, à 100 mètres, 200 mètres, vous avez l'Internet, 200 mètres après, vous n'avez plus l'Internet, vous avez de la pluie, le réseau Internet peut faiblir, et vous avez, pour accéder à cet Internet de pas de très bonne qualité, vous payez des sommes monstrueuses. Vous pouvez, en tant qu'entreprise, payer 500 € par mois pour de l'Internet de pas très bonne qualité. Donc, ça aussi, c'est quand même, on a accès à Internet, mais c'est instable, c'est très cher. Donc, c'est aussi le cas d'autres îles du territoire de la Caraïbe et je suppose sur certains pays isolés comme le Venezuela. Le quatrième cas concernant l'accès à Internet, c'est que, vous savez, dans certaines
projets de coupures ciblées par le gouvernement, il y a une manifestation, on leur coupe sur un territoire donc le réseau Internet. On peut couper aussi un réseau social parce qu'on estime que ce réseau social joue un rôle pour l'organisation on va dire des terroristes civils, donc des gens, la société civile qui ne veulent pas rester sous le joug du gouvernement. Donc là aussi, le cas du Nigeria a fait beaucoup parler pendant quelques temps. Il y a même eu en fait des artistes d'Afrobeat comme Davido qui ont écrit là-dessus. Donc oui, l'accès à Internet fait parler, fait chanter, mais surtout peut faire tourner la tête de certains gouvernements qui pensent que c'est leur joujou. Et donc par rapport à cela, plus certaines sociétés civiles sont fortes à côté du gouvernement, moins les gouvernements auront envie de gérer un petit peu à la louche ou selon leur volonté l'Internet qui est, je la rappelle, une question de droit de base pour tous. Alors, on va parler quand même d'un point important, c'est la question du gratuit. Donc, j'évoquais la question de la tarification zéro. Donc, vous avez des applications gratuites et pour certains acteurs, avoir une application gratuite, ça veut dire que je t'ai mis à disposition l'application, mais j'ai le droit de tout savoir sur toi. Tu me donnes le droit, si l'application est gratuite, tu télécharges, mais tu me donnes le droit de connaître ton carnet de contact, les photos, ton journal d'appel, les documents qui sont chez toi, etc. Et donc, c'est quand même démesuré. Donc, le fait qu'un outil soit gratuit, ça ne veut pas dire que vous perdez votre droit d'utilisateur. Donc, n'oubliez pas ça, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, à toujours défendre ce droit-là. Le gratuit ne veut pas dire que vos droits sont perdus. Donc, pensez vraiment à gérer ces questions de droit parce que ce sont des droits fondamentaux, vos droits d'utilisateur, et vous ne pouvez pas vous en dessaisir. Alors, ce point est tellement crucial que certains pays, notamment européens, ont mis ça comme élément de base, c'est-à-dire que aucun acteur, service provider ISP, peut priver un utilisateur de ses droits parce qu'il lui a mis à disposition du gratuit. Par exemple, vous avez des acteurs qui peuvent mettre du service Internet gratuit et mettre de la publicité qui coupe tous les 1 heure, tous les 10 minutes, les conversations téléphoniques et donc peuvent même espionner, récupérer et décrypter toute la partie VoIP des conversations. Là aussi, il faut dire non à ce genre de tendance, le Zero Rating Apps qui peut remettre en cause vos droits inaliénables d'utilisateurs finaux. Donc là aussi, rapprochez-vous d'organisations qui luttent contre ça. Donc c'est un élément à prendre en compte au niveau de la gouvernance de l'Internet. Autre point important sur la question de contenu, on a vu que les applications, le positionner sur les stores, ça c'est quelque chose, mais aussi comprendre la logique de par modèle de contenu. Un exemple simple, c'est la question, donc en septembre 2022, l'ARCEP a indiqué que sur le réseau 4G, 50% du trafic des données est généré par les acteurs GAFAM plus Netflix. GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft plus Netflix. Donc, 6 acteurs dans le monde, 50% donc de la bande passante, c'est énorme. Donc, ça vous montre un petit peu le poids de ces géants au niveau du web, le poids financier, mais le poids d'influence et le poids de monétisation de nos data par d'autres types d'actions. Autre élément, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous fournit, vous avez les acteurs, les fournisseurs d'accès fournissent du contenu, mais certes, mais ces contenus ne doivent pas aller en frontal avec des contenus en tant qu'utilisateurs finaux. Vous avez de plus en plus d'acteurs qui sont des FAI qui vont développer des services de divertissement qui vont avoir leur chaîne. Vous avez vu Orange, par exemple, ou d'autres acteurs qui développent carrément des chaînes ou des réseaux de streaming, etc. Il faut dire une chose, c'est que ces dernières années, vous avez énormément
d'utilisateurs qui sont devenus des producteurs de contenu. Vous avez l'exemple ici de Kaby Lamé, qui est devenu une star de TikTok international avec plusieurs millions d'euros à son actif. Et donc, par rapport à ça, il gère son image et il gère aussi sa production de contenu. Rien ne nous dit que demain matin, ben, si, selon la régulation, certains ISP peuvent décider de créer une forme de nouvelle taxe sur ces contenus. En dehors des producteurs de contenu dits actifs, vous avez des donneurs passifs de données personnelles. Donc, ça peut être la personne qui va noter son repas, qui va télécharger des photos, qui va danser devant TikTok ou danser devant Instagram. Et tout ça en passant d'un outil à l'autre. Ben, ces acteurs passifs, beaucoup, mais la grande majorité ne font rien gagner, mais ça va profiter à ces acteurs qui sont des grands médias sociaux. Et parfois, ben, vous avez des acteurs intermédiaires qui arrivent à combiner cette relation entre data et content pour développer des nouveaux business. Toujours est-il que ça nous pose la question donc, de l'avenir. Quel est le nouveau contexte économique de la gouvernance Internet? Est-ce qu'on veut plus de liberté? Se poser la question de la liberté, c'est pas juste, entre guillemets, pouvoir sortir de sa maison, prendre sa voiture, c'est se poser la question de la liberté de produire, la liberté de diffuser, la liberté d'agir, la liberté de s'unir, de s'associer. C'est une question vaste, mais qui est tellement fondamentale. Pareil, est-ce qu'on oppose la notion de premium au freemium, c'est-à-dire gratuit ou payant, où on crée des niveaux de discrimination? Ça gêne ou ça ne gêne pas? C'est des questions importantes à se poser. Troisième élément, c'est la question de la régulation. Est-ce qu'on va aller vers une régulation qui est centralisée? Donc, c'est un pays où le pays cède les droits de centralisation à un acteur privé qui après peut se vendre à d'autres acteurs, ou est-ce qu'on va vers une régulation décentralisée à base ou pas de blockchain? Est-ce qu'on peut vraiment penser que l'autorégulation, c'est une solution lorsqu'on voit par exemple la notion d'autorégulation proposée par certaines plateformes comme Twitter, et puis derrière, bon, ben, on sent que le conseil d'autorégulation n'est pas si neutre que ça, donc ça pose problème. On voit par exemple que la loi antitrust, qui est censée un outil pouvant aider à l'autorégulation, ben, c'est avant tout un outil politique et un outil qui peut être renversé par les questions de lobbying. Toujours est-il que parmi les modèles de gouvernance le plus proposés, c'est le multi-stakeholder qui permet en fait, donc le modèle de multi-parties prenantes, créer des logiques où vous avez les utilisateurs finaux, les académiques, société civile, etc. Vous avez plusieurs groupes d'acteurs qui interviennent et qui font alors leur point de vue de façon à aller vers les décisions les moins mauvaises que possible. Ça ne veut pas dire que les modèles ou les décisions sont les meilleurs, mais ce sont les décisions les moins mauvaises que possible. Et donc, pour cela, on a besoin à chaque niveau de la participation de chacun et chacune là-dessus pour changer la donne. Autre élément, c'est en termes de conclusion, c'est se poser la question de l'avenir de l'Internet. Parce que l'Internet, on a vu que c'est l'épine dorsale de l'économie mondiale. Mais l'Internet de demain, qu'est-ce que ça sera? Puisque au début de cette intervention, je vous évoquais la question donc, de Schmidt, donc l'exécutif de Google, qui indiquait que l'Internet sera de moins en moins de perspective, c'est-à-dire qu'on aura Internet partout. Parfois, on va appeler un Alexa, du OK Google, etc. Et il sera moins un instrument géré via son smartphone ou via un ordinateur, c'est-à-dire qu'on pourra être dans un couloir d'un hôpital ou dans un ascenseur et on pourra interagir avec des robots ou l'intelligence artificielle pour pouvoir consommer ou produire. Mais plusieurs questions se posent par rapport à cet Internet du futur. La question de la cybersécurité, les risques, qui gèrent les risques, comment se défendre, comment gérer des politiques, la ségrégation de risques. C'est des questions qui sont fortes et importantes. La question de protection des données personnelles, comment on les conserve, comment on fait en sorte d'effacer, parce que vous ne pouvez pas, le fait de garder une mémoire sur vous de manière éternelle,
alors que vous avez peut-être, admettons, vous allez dans un jardin privé pour une petite visite, vos photos, la vidéosurveillance, si on le garde pendant 200 ans, qu'est-ce qui nous dit que 200 ans après, on peut utiliser une version robotisée de moi qui était dans le jardin? Donc là aussi, la protection des données personnelles, ce sont des éléments importants. Autre point, c'est la question de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut penser à une économie qui ne soit pas simplement libérale, mais qui puisse mettre à la place de tout un chacun, le fort, le faible, celui qui a beaucoup, celui qui a peu, et penser à un équilibre de nos sociétés? Parce que si on pense à tout détruire, supprimer l'agriculture, supprimer les liens sociaux, au bout d'un moment, on va se poser des questions liées en fait à quelle est la nouvelle psychologie humaine. Qu'est-ce qu'on va manger si on détruit tous les jardins? Comment on va penser les quartiers de demain si on pense à une smart city totalement gérée par des robots qui n'ont pas forcément encore tout ce quotient émotionnel que peuvent développer les humains. Autre élément important, c'est des questions de base, comme l'économie de proximité. Si nous travaillons uniquement avec des acteurs qui sont sur la Silicon Valley, avec des pensées, des after-hours, des salaires à 200 000 € l'année, et les acteurs de proximité qui vont peut-être gagner 15 000 € à l'année, mais qui pourront faire vivre 10 personnes, 100 personnes avec 10% de ces gros salaires-là. On doit y penser, on ne doit pas tout livrer à un territoire ou à un type d'acteur. On doit penser à une juste répartition d'une économie plus juste, plus proche, et penser aussi à ce respect des secteurs primaires, les réseaux miniers, l'agriculture, faire en sorte que les données soient le plus respectueux de standards interopérables, qu'on puisse interagir entre nous, qu'il n'y ait pas une privatisation du droit à utiliser certaines données. Là aussi, c'est important. Veiller au droit et à la sécurité du consommateur. Là, ce sont des points qui sont vraiment nécessaires et respectueux de nos droits et devoirs en tant qu'utilisateurs finaux. Pareil, faire en sorte que ceux qui sont censés nous représenter ou que nous représentons à travers nos engagements puissent établir des politiques publiques de régulation le plus juste possible. Et dernier point qui n'est pas des moindres. On ne peut pas imaginer une construction territoriale équitable mondiale sans penser une souveraineté numérique qui soit non discriminante et qui ne soit pas proportionnée selon les territoires. La souveraineté numérique, c'est aussi permettre à des acteurs qui ne soient pas les plus gros de la Terre, puissent proposer des solutions à nos besoins d'aujourd'hui. Vous avez des acteurs comme IGF, Internet Governance Forum, qui permettent chaque année de réfléchir à ces questions-là. Vous avez aussi plusieurs groupes autour du Net Neutrality qui font en sorte d'évoquer les problématiques liées à cet Internet qui est, entre guillemets, central, l'épine dorsale de cette économie, mais qui ne doit pas oublier les fondamentaux pour la survie. Nous avons terminé globalement pour la présentation. Je vais vous évoquer quelques livres conseillés. D'abord, Olivier Boncel, gratuit du déploiement de l'économie numérique. Folio, vous avez aussi l'OCDE, ça aussi vous pouvez télécharger en ligne. Perspective de l'économie numérique de l'OCDE 2017, vous l'avez en français mais aussi plus d'une vingtaine de langues. Vous avez les dilemmes de l'économie numérique de Laurent Gilles. Vous avez dématérialisation et gouvernance électronique, Eugène Ruffin-Brouillard et Cocho, donc Nukima Adjayi. Donc ça aussi, c'est un point important. Et puis, dernier ouvrage, Olivier Boncel, Économie immatérielle, industrie et marché d'expérience. Donc, une chose aussi importante avant de se quitter, c'est deux phrases concernant deux architectes d'Internet qui étaient là au début de la fondation de cette architecture. Il faut inutile de dire que leurs travaux a suivi ceux du français sur les Cyclades. Donc, tout d'abord, Vinton Cerf, qui est un acteur très présent sur l'Internet depuis des dizaines d'années. Il indique en fait
que ce qui est important sur l'information à travers l'Internet, c'est de le partager. Si vous partagez les idées, ben, ça vous permet d'avoir un pouvoir illimité. Deuxième acteur, donc son compère, Jeune Postel, l'Internet travaille parce qu'il y a beaucoup de gens qui coopèrent pour faire des choses ensemble. N'oubliez pas, l'objectif, faire des choses ensemble, et très souvent pour le bien commun. Donc, je dirais une chose importante. Le pouvoir de l'Internet passe par les choix des utilisateurs finaux. Je vous remercie. I'm not hearing you, your mic is... Yeah, sorry, I wanted to make sure I was mic'd. So again, very, very nice presentation. Thank you so much. I'll add it to the playlist and share it with all the students, and hopefully they can reach you and give you direct feedback. Cindy Obed has the slideshow already. I've converted it to ebook. So again, thank you so much for adapting today, and look forward to keeping in touch. Okay, bye-bye. Thank you.